Bonjour Laure. Bonjour Mireille. Bonjour. Cathy. Hello. Bonjour Cathy. Good morning. C'est vrai. Bonjour aux téléspectateurs à la maison. Wow. C'est vrai que tu as souvent été derrière les caméras. Ouais. Et c'est très rare quand on voit devant les caméras comme ça. Oui, c'est vrai. Mais de temps en temps, quand la nécessité s'impose, comme maintenant, on essaie de faire comme vous, être devant la caméra juste l'instant d'un entretien. Oui. Donc c'est un plaisir d'être à la maison et je suis honorée d'être invitée ce matin. Because I know most of them do not like to be like Yeah, in front of the c'est camera. vrai, They always c'est want to be like, you know. C'est très difficile Difficult. d'accepter même qu'ils viennent parler devant. Et pourquoi vous faites ça? Ben, chacun a ses choix et ses principes, mais chez moi particulièrement, quand c'est nécessaire, je le fais. Mais on se sent à l'aise dans son rôle, c'est-à-dire que notre rôle, c'est d'être derrière la caméra et de mettre en exergue ceux qui sont devant la caméra. Donc c'est souvent difficile de prendre le rôle des autres, mais quand la nécessité s'impose, on devrait accepter l'invitation comme je le fais aujourd'hui. Donc il faut juste le faire à des moments précis. Voilà. I wanted to make a comment on something, but then again, on passe. Okay. Voilà, on parle des femmes, notre thématique d'aujourd'hui, femmes derrière la caméra, parcours et défis, avec Laure Kamga, qui vient de se présenter, qui est réalisatrice, productrice et promotrice d'une maison de production ici au Cameroun, LK Prod. C'est vrai que ce sera beaucoup plus pour la femme. Avant de... Cathy, je ne sais pas si c'est toi qui pourras faire ça. Okay. Parler, ou bien je commence par donner, Okay. je commence par donner qui elle est, et puis on va aller sur les questions, parce que je sais que toi tu as plus de questions pour comprendre et aider le téléspectateur à le faire. Disons déjà que Laure Kamga, on va dire jeune dame camerounaise qui est réalisatrice, productrice, et puis il faut quand même parler un peu de sa biofilmographie, qui d'ailleurs qui est partielle parce qu'elle a fait Natemak, le rituel des jumeaux. C'est un documentaire où elle était monteur, réalisateur, producteur de 80 minutes. C'était en 2023. Le Messou, au-delà des pas des reines, documentaire aussi, où elle a travaillé en qualité de monteur, réalisateur, producteur. Un film, c'était en 2020. Et ça a même d'ailleurs ça lui a valu une participation au FESPACO 2021, MICA, TV5 Afrique, CRTV, Écran Noir 2021 et plusieurs autres festivals. Documentaire Banga Pongo, des morts pour des vies sans route. Un documentaire qu'elle a aussi fait, où elle a travaillé comme monteur, réalisateur, producteur. C'est un film de 90 minutes. C'était en 2019, c'était avec l'appui de la communauté urbaine de Douala. Et c'était passé aux écrans noirs en 2020. Et Taseba, un centenaire, un parcours, c'est aussi un documentaire où elle a travaillé en qualité de monteur, réalisateur, producteur exécutif. C'est un film documentaire de 30 minutes qu'elle a fait en 2018. Toujours en 2018, elle a fait Patakam, un semi-super centenaire au service des peines. Des pierres, autant pour moi. Merci de me corriger. C'est un documentaire de 35 minutes où elle a travaillé comme monteur, réalisateur et producteur aussi. La sortie officielle, c'était au FESPACO en 2019, court-métrage et documentaire. Et René Sylvie Kafoui, une lionne, un parcours, son histoire, toujours un documentaire de 18 minutes, c'était en 2014. Et puis elle a fait 90 minutes pour gagner. L'invité, c'était Samuel Etofis. Là maintenant, c'est une émission TV qui a été, elle était monteur et réalisateur. C'était à Canal 2, Marabout. Et c'était en 2014. Et puis elle est avec la Tribune de l'Histoire, cette grande émission qu'on a avec, comment il s'appelle, Monsieur Anani Rabi Bindi, le patriarche, ouais.
et où elle a travaillé comme monteur et réalisateur, qui est passé de 2005 en 2013 sur les antennes de Canal 2. Le cinquantenaire du Cameroun, présentation aussi, c'est avec Consti Eka qui présentait cette émission, le cinquantenaire du Cameroun. Comme il aime bien le dire, c'était un goupillage de M. Consti Eka. D'accord, goupillage de Consti Eka. Et puis héritage culturel, toujours à Canal 2, où elle a exercé comme... c'était une émission, un magazine TV. Conçu par Patrick Christian Dobo. Patrick Christian Dobo. Dobo. Et toi, tu as travaillé comme monteur et réalisateur. Les Gosses du ghetto, un documentaire encore, Les enfants de la rue, documentaire de 11 minutes, BA, c'était en 2009. Les enfants de l'Afrique, là tu parles de l'autisme, documentaire, monteur, réalisateur, c'est un documentaire de 26 minutes qui est passé sur les antennes de Canal 2, c'était en 2006. Un parcours aussi riche en 20 ans quand même. 20 years. Bah ouais, et pour une femme, chapeau. Beaucoup de passion, merci. Chapeau vraiment. Merci. And now when we look at your journey so far, it's kind of inspiring and, you know, it's like challenging as well. But I want to focus more on your journey, like how you started. How, you know, can you share with us how you first became interested in working behind the camera as a woman, be it in the media or the film industry? Est-ce que tu peux nous expliquer comment, like, how did you become comment tu es interested? devenu, comment tu t'es intéressé? Ah, le déclic. Le déclic. Le déclic. Travailler derrière les caméras. Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'à la base, je suis informaticienne. Ok. Oui, donc après mon cursus secondaire, après un baccalauréat D, je fais l'informatique de gestion à l'IUT Fotso-Victor, où j'obtiens une licence professionnelle en informatique. Et le monde de l'emploi étant devenu très difficile, après un emploi autonome comme informaticienne et en attente d'une confirmation de contrat qui traînait à se faire, je me suis trouvée obligée de virer vers l'audiovisuel qui était prisé à l'époque parce que la première chaîne de télé privée venait d'ouvrir ses portes et avait besoin des jeunes. Et je trouvais que j'avais de l'art dans les jeunes. Je ne voulais pas faire l'informatique, j'avais besoin de marquer une empreinte dans le monde artistique. Et le métier qui s'offrait à moi était le montage vidéo. Okay. Du coup, je suis allée faire, parallèlement à mon stage au port autonome, un stage en montage vidéo. J'ai postulé à Canal 2 comme informaticienne parce que j'avais peur de ne pas être à la hauteur du profil que je devais présenter à l'entretien d'embauche. Et heureusement, une fois là-bas, on m'a dit qu'il y avait une carence en monteur, mais pas en informaticien, en informatique. Sorry. Donc, le PDG m'a donné l'opportunité comment on va dire, de surfer avec ce département-là et de voir si j'avais quand même, on va dire quoi, de la passion pour ce métier-là. Heureusement, les choses se sont bien passées et après 3 mois, j'ai eu mon CDI. Donc, le déclic, pour être sincère, c'est que je voulais absolument bosser. Je voulais être indépendante, je voulais un emploi. Après avoir passé 1 an à faire des stages. Et entre l'informatique et l'audiovisuel, le pont n'étant pas très grand, je trouvais que je pouvais trouver ma place dans cet univers-là. Et ça s'est bien passé. Donc le déclic, c'est ça, à la recherche de l'emploi. Et ensuite, il a fallu mettre en exergue cette passion-là pour pouvoir marquer mes empreintes. Donc c'est ça. Now, throughout your journey as maybe a woman behind the camera, was it any time where you have to, you know, you navigated or overcome barriers such as discrimination or a lack of opportunities as a woman? Le problème de genre, c'est ça? Oui, ben, non, comme tu étais une femme, normalement... C'est ça qu'a dit le problème de genre. Ben, naturellement, le problème reste d'actualité. C'est vrai que les chiffres ont changé.
ça s'est amélioré. Les femmes s'intéressent davantage à ce métier et les employeurs essayent aussi d'améliorer les conditions de travail des femmes parce qu'à l'époque, on avait l'impression que la femme venait en second plan et sa place se trouvait dans les foyers. Je pense qu'avec le temps, les employeurs ont trouvé que la femme et l'homme avaient du même potentiel, ne serait-ce que de par l'anatomie du cerveau. On avait des mêmes potentiels que l'homme. Donc, ça a été très difficile de faire bouger les lignes. Mais heureusement, celles qui se sont montrées patientes et endurantes, ça a changé la vision des employeurs. Je pense que ça peut se voir, les hommes et les femmes ont quasiment le même salaire aujourd'hui. Il y a une considération, on donne la voix de plus en plus aux femmes, ce qui n'était pas le cas avant. Mais ceci devrait passer aussi par nous, les femmes. Est-ce que nous, quand on a l'opportunité de recevoir des responsabilités, est-ce que nous, on essaye de bien le faire? Et je pense que de plus en plus, les femmes s'engagent à ne plus rester à la cuisine et à bien bosser. Donc, je pense que ça change les titres. Mais il y a des difficultés. Il y a des difficultés qui restent d'actualité. Mais disons que ça s'améliore. Ceci part par notre engagement de la femme vis-à-vis des responsabilités qu'on nous donne. Donc de plus en plus, on verra des femmes derrière la caméra, ce qui n'était pas le cas. C'est clair que dans la production, c'était pas assez stéréotypé. On trouvait déjà des femmes infographes, monteuses et autres, mais derrière la caméra, il y avait des très, comment je vais dire, le chiffre était très insignifiant. Mais c'est en train de s'améliorer et on ne peut que demander à la femme de redoubler d'ardeur à cet univers-là. Donc, les femmes ont leur place. Puisqu'il s'agit de l'esthétique, il s'agit de la rigueur et autres qui sont des qualités féminines. Okay. Now, apart from maybe the discrimination or discrimination that you face, what were some other your biggest challenges you faced as a woman starting out? Les challenges en tant que femme que tu avais, tout ce que tu viens de citer. Alors, en tant que femme, c'est clair que quand vous arrivez dans un univers catalogué comme masculin, vous deviez redoubler vos énergies pour pouvoir vous faire respecter. Et je pense que c'est ce que j'ai fait et que j'estime avoir fait. La preuve, dans l'univers audiovisuel, mon nom ne passe pas inaperçu en tant que femme. J'estime être l'une des pionnières parce que, faudra le dire, j'étais la première femme à être recrutée au service de la production en 2005, à l'époque où j'entrais, où je me faisais employer pour la première chaîne de télévision privée. Je pense que c'est un aspect à ne pas négliger. Ça veut dire que ça a déclenché un processus et après moi il y a eu beaucoup de femmes et le challenge était justement d'utiliser cette opportunité-là, cette aubaine-là pour montrer à l'employeur qui ne s'était pas trompé que la femme pouvait marquer son empreinte. Et aujourd'hui quand je me retourne 2005-2025, je me dis il faut dire merci à Dieu parce que on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte que 20 ans sont passés et il y a eu quand même une biofilmographie qui est considérable. Donc, je dirais aux femmes, il y a de la place dans l'audiovisuel pour vous. Ne prenez pas comme argument, je suis une femme, la technique de canapé, il faudra le dire, ça ne devrait pas être le premier argument pour se faire accepter dans l'audiovisuel. D'ailleurs, mon nom, il y a la traçabilité, je ne suis pas là en France travailler, donc j'ai travaillé au Cameroun, c'est facile de savoir qu'est-ce que Laure Kamga a fait pendant tous ces 20 ans. Donc, moi, je n'ai que misé sur l'effort, sur le travail, donner le meilleur de moi-même et pourquoi pas plus que ce qu'on attend de moi. Et je me suis même pas rendu compte que 20 ans étaient passés. Wow. C'est un peu ça. And now I know most of the times we get into a particular field or we get captivated in a particular field, maybe because we got like role models or we've been mentored by one or two people. Now the question I want to ask, like, were there any key moments or mentors that helped shape your journey? Les mentors, c'est ça. Mais, au départ, non.
je n'avais pas de mentor, comme j'ai dit. Au départ, je voulais absolument trouver une place dans le monde de l'emploi. Et l'art m'appelait à m'insérer dans l'audiovisuel. Mais au fil des ans, en tant que réalisatrice, j'ai remarqué quelques noms qui m'ont édifiée, qui m'ont inspirée à rester persévérante. J'ai de l'amour pour le documentaire, donc mes mentors devraient être autour de ce genre cinématographique. Et je devrais citer par exemple Rosine Bakam, qui elle aussi a été en sélection plusieurs fois au FESPACO, la grande messe du cinéma. Il y a Cyrielle Ringou, qui elle aussi, à travers son film documentaire Le spectre de Boko Haram, a glané beaucoup de prix et a fait beaucoup de festivals. Donc c'était mon rêve, suivre les pas de ces aînés-là. Je n'estime pas avoir fidèlement suivi leurs pas, mais j'estime avoir écrit également mon histoire sur le plan professionnel et de pouvoir inspirer aussi quelques jeunes qui souhaitent faire carrière dans ce domaine-là. Alors, comment est-ce que tu as décidé de te concentrer sur, je vais dire, on est entré sur les conseils, je ne veux pas rentrer sur les conseils, on va terminer avec les conseils. Alors, comment est-ce que tu as réussi à surmonter tous ces défis pour atteindre tes objectifs? Ben, je dirais que tout se passe dans la tête. À la base, c'est dans la tête. Et comme j'ai dit, votre indicateur de dépréciation doit être votre travail. Ça veut dire que quand vous venez vers les collègues, vers les chefs d'entreprise, mettez en avant ce que vous savez faire et non ce que vous êtes et non votre physique. Donc il a fallu entrer dans la peau du métier, oublier un peu les jupes, les robes et mettre le jean et les tennis pour pouvoir travailler parce que l'environnement l'obligeait un peu. Il y a des longs voyages à exercer pour des productions. Il y a des conditions où tu es obligé de te couvrir complètement pour préserver ta peau. Donc, j'ai mis en avant le travail. Et je pense qu'avec beaucoup de volonté et beaucoup de passion, les choses se sont bien passées. Et je pense que le retour après 20 ans n'est que positif. Je n'ai pas été parfaite sur toute la ligne, mais je pense avoir eu, comment je vais dire, un profil recommandable dans ce spectre de l'audiovisuel. Okay. Now let's look at your creative and collaborative progress. Now, the question I want to ask you, Mireille, you're going to help me with this. Now, how do you bring your unique perspective, as a woman into your work, behind the camera? How do you bring Comment est-ce que tu your apportes unique ton unique, ta perspective, tes perspectives as a woman comme une femme, into your work en behind tant the que camera? femme? L'identité féminine, je pense, reste la qualité. La qualité, la rigueur. Quoi qu'on dise, la femme est plus attentionnée. Et quand on est volontaire, cette attention se transpose même dans le monde professionnel. Donc, assez rigoureuse avec mes collaborateurs. Et le challenge est, comment je vais dire, ça crée une symbiose dans la qualité du travail. Et l'objectif étant de satisfaire la clientèle, parce qu'au-delà du fait que j'ai été monteuse et réalisatrice, où je le suis, en 2015, je lance ma boîte, comme a dit Mireille, grâce LK Prod, qui offre les services liés à la production audiovisuelle. Et parallèlement, je produis des documentaires parce qu'au-delà de l'argent, ce qui doit rester, c'est ces documentaires-là parce qu'il faut impacter son passage dans l'audiovisuel. Vous avez produit 1000 spots vidéo, vous avez eu beaucoup d'argent, mais les documentaires, c'est ce que vous léguez à la génération future. C'est vrai. Pouvoir montrer de manière réelle, parce que c'est même ça la caractéristique du documentaire, de manière réelle, une histoire qui existe. Et quand nous le documentons, c'est pour qu'elle reste
pour qu'elle reste après nous. Donc, beaucoup de... Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Il est question de transmettre cette rigueur-là autour de nous et dans l'ensemble, la qualité suit son cours. D'accord. Ok. Moi, je voulais te demander, hein, parce que se lancer dans le documentaire, parce que c'est un truc aussi qui m'intéresse beaucoup, les documentaires où tu as prononcé le nom d'une Rosine Bakam. Moi, j'ai bossé aussi un peu avec elle sur un documentaire. Et c'est un truc qui me passionne un peu, le documentaire. Est-ce que tu peux un peu nous parler du premier documentaire que tu as pu faire? Je veux savoir les sensations que tu avais quand tu faisais ça, parce que nous qui sommes encore là, on aime juste, mais maintenant aller sauter pour pouvoir le faire, on a peur, on se dit qu'il y a il y a des obstacles, il faut l'argent, il faut ceci. Parle-nous un peu de ton tout premier projet documentaire. Ben, le premier documentaire ne sera pas vraiment un prototype. Pourquoi? Parce que le premier documentaire est réalisé sous les ailes de mon employeur. Donc, vous ne pouvez pas peser la charge qu'il y a en tant que producteur d'un contenu. Donc, mes premiers documentaires, c'était sous le label de mon employeur, mais cela m'a permis de m'imprégner ce genre cinématographique et de connaître les techniques liées à sa production. Mais s'il faut parler du premier documentaire en tant que productrice, je pense que c'est là-bas que ça devient édifiant. Comme je lance ma boîte en 2015, en 2018, je me dis, étant employé, j'avais des bonnes notes dans le rendu des montages que je faisais pour les documentaires. Et je me suis dit, entre fiction et réalité, ce qui devrait rester, c'est la réalité. Et ça ne se cache pas, les budgets sont inférieurs. Produire un documentaire, si vous restez réaliste, vous avez moins de budget qu'une série ou un long métrage de fiction. Donc, la première chose, c'est d'être réaliste. Choisir le sujet. Il faut choisir le sujet qui vous donne les facilités et qui puisse intéresser votre cible. Parce qu'à la base, on ne produit pas un film pour le garder. Si vous produisez, ça veut dire que vous avez au moins de manière prévisionnelle quel est le canal de distribution que vous aimeriez voir parcourir votre film. De manière conventionnelle, on a les chaînes de télé, on a les festivals, on a d'autres contenus, mais de manière conventionnelle, c'est ça. Donc, il faut choisir un sujet qui peut captiver ta cible. Et je pense que c'est une étape que les gens négligent, qui pourtant, pour moi, est primordiale. Donc, après le choix de sujet, il faut cibler quel est l'angle d'attaque. C'est-à-dire qu'aller à la recherche d'abord de l'information, parce que vous ne pouviez pas parler de ce que vous ne maîtrisez pas. Ça veut dire qu'il faut vous documenter, il faut aller vers des personnes ressources pour avoir l'information. Et c'est pendant cette recherche-là que vous identifiez vos protagonistes, c'est-à-dire les intervenants qui vont agir dans votre documentaire. Et ce n'est qu'après ces petites étapes-là que vous pouvez évaluer le budget. Donc, mieux vous prenez un sujet à Douala, mieux vous prenez un sujet à Banjul, que le budget sera moins élevé d'aller prendre un sujet que vous allez aller traiter aux États-Unis, que vous allez aller traiter au Canada. Donc, il faut être réaliste, en fait, quand vous êtes documentariste et que vous n'avez pas d'accompagnement. Parce qu'en fait, c'est ça. Je me suis lancée en 2018, je n'avais pas... comment je vais dire, j'avais pas de coproducteur, je n'avais pas des mécènes autour de moi. Je voulais absolument écrire l'histoire d'un centenaire qui avait un métier très original. Il ramassait les pierres pour vendre. C'était son métier qu'il avait choisi. Et je me disais, il fallait visibiliser ce métier-là au monde entier. Et quand j'entre en contact avec le monsieur, il résidait à Banjul. Vous voyez qu'entre Douala et Banjul, les coûts ne sont pas exorbitants. Donc, vous allez à la recherche de l'information. Quelle est l'originalité? Qu'est-ce que vous voulez transmettre? Au-delà d'un biopic
qu'est-ce que vous voulez transmettre à la génération future. C'est vrai que moi, je voudrais montrer aux jeunes qu'il faut sortir de sa zone de confort. On ne trouve pas forcément le boulot dans un bureau. Par moment, il y a des petits métiers où il faut y aller, être persévérant et gagner sa vie. Parce qu'au finish, c'est ça, être indépendant financièrement et être fier de consommer ce que nous avons produit parce que cela découle de la sueur du front. Donc, si vous êtes réaliste, comme je disais, c'est facile pour vous de savoir quel est le budget dont vous êtes capable d'assurer sans compter sur les autres. Parce qu'en fait, quand vous comptez sur les autres, non seulement parfois on vous impose un autre angle de traitement et au-delà de ça, à un moment donné, il y a des films qui n'ont jamais paru parce que à la base, on savait qu'il y avait des coproducteurs et quand vous êtes lâché par un coproducteur et que vous n'avez pas de financement, ça devient compliqué. Donc, réaliste, je vais le répéter, choisir un sujet qui puisse intéresser votre cible, évaluer votre budget de production, ne serait-ce que provisionnel, c'est-à-dire que vous pouvez vous dire ça prendra 2 millions, si à la fin vous êtes à 2 500 000, c'est pas grave, mais si vous dites 500 000 et qu'après vous êtes à 5 millions, il y a un problème, la production va s'interrompre. Donc, c'est grosso modo ça. Le genre documentaire ne demande pas beaucoup d'argent. Moi, je le dis sincèrement parce que j'ai du respect pour M. Mitumba Kepombia qui produit des séries. Et quand voyant le budget, je me dis vraiment chapeau pour eux. Maintenant, si vous voulez commencer, choisissez un sujet qui s'offre facilement à vous, autant pour les protagonistes que pour les moyens financiers. Et au fur et à mesure, vous mettez la barre haute. Nous, on a commencé avec un court-métrage de 35 minutes en 2017 et en 2019, on revenait avec un 90 minutes, Banga Pongo, qui a pris quasiment 6 mois de production. Mais l'avantage également avec le genre documentaire, c'est que vous ne bouclez pas la production en un trait. Donc, c'est facile d'écouler crescendo votre budget de production. Même s'il a 3 millions, il ne faudra pas les 3 millions pour lancer la production, contrairement à la série. Quand vous avez lancé, c'est non-stop. Si c'est 20 millions, il vous faut les 20 millions pour démarrer. Donc le documentaire, si vous avez quasiment 25 ou 30% du budget déjà estimé, vous pouvez vous lancer et arrêter quand vous ne pouvez pas, relancer quand vous pouvez. Donc c'est minimum 2 ans, 3 ans. On est plus libre avec le documentaire qu'avec la série. Il faut juste retenir à chaque moment à quelle étape vous vous êtes arrêté pour pouvoir créer la cohérence dans le récit, tout simplement. Donc, quand vous choisissez un sujet qui vous facilite le traitement, pour un début, je pense que c'est l'élément motivateur qu'il faut. Ben, si vous avez le budget, pourquoi pas choisissez un sujet de 10 millions et si vous y arrivez, tant mieux. Moi, mon premier film, je l'ai fait à 1 million et je n'avais pas 1 million. J'ai démarré avec 200 000. J'avais 200 000 sous la main et je me suis dit, étant donné que j'ai plusieurs casquettes, pourquoi pas me lancer? Je devais assumer 80% des prises de vue, la post-prod 80% et après il faut aller vers les collègues pour les finalisations parce que je n'ai pas la science infuse, il faut prendre l'avis des autres techniciens, il faut prendre leur expertise pour parfaire l'œuvre. Donc c'est ça, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais... C'est-à-dire, comme moi, j'ai envie de faire, I want to do a documentary. Yes. First of all, I don't have a camera. Second of all, I have a good phone. Yes. I don't have money. Yes. So can I just start like that? Mais c'est compliqué si vous n'avez rien et vous voulez faire. Mais j'ai quand même... Vous avez un téléphone, qui peut produire une très bonne résolution. Pourquoi pas? Oui, de plus en plus. Oui, c'est 16 Pro Max. C'est 16 Pro Max. Très bien. Voilà, la précision vaut la peine. Pour dire quoi? Que vous avez quasiment le même rendu que certaines caméras professionnelles. Si vous savez l'utiliser et que l'écriture est bien séquencée, pour moi, vous pouvez produire vos films. Et
le téléphone, vous avez l'avantage que ça n'a aucune charge. Ça veut dire que l'angle de création est plus large. Vous pouvez facilement manipuler comme vous pouvez, mais commencez déjà par prendre les cours de caméra, ne serait-ce que théorique. Comment? Pour connaître au moins les valeurs de plan, parce que chaque scène doit véhiculer un message. Il y a des messages qui font un gros plan, il y a un message où il faut un travelling, il y a un message où il faut le panneau. Donc, entrez au moins dans le langage de la caméra, ne serait-ce que théoriquement. Et avec votre téléphone, oui, c'est possible de faire des merveilles, mais faites-vous entourer. Vous ne pourriez pas le faire seul si vous n'avez pas une équipe d'expertise qui va compléter votre passion. Okay, now talking about a teamwork, my question I want to ask you is, can you describe collaboration? Like, can you describe to us what collaboration looks like on set? Maybe with your directors, your crew members, producers, and any other. How does it really look like? Ben, comme j'ai dit, on n'a pas la science infuse quand on veut mener à bien un projet. Et ce n'est même pas à recommander. Vous ne pouvez pas fermer un projet sur vous. Parce que quoi que vous fassiez, quelle que soit votre intelligence, il y a des éléments qui peuvent vous échapper et qui souvent est découvert plutôt par le téléspectateur. Pourtant, si vous avez créé cette ouverture-là avec votre équipe, au-delà de l'équipe critique, parce qu'au-delà de l'équipe technique, vous faites appel aussi, comment je vais dire, à des personnes qui ont la même vision que vous et qui ont cet art critique-là. Visionnez votre film avant qu'il soit publié à l'extérieur. Sinon, la probabilité d'avoir on va dire quoi, des coquilles est très grande. Alors que quand vous collaborez d'abord avec votre équipe et ensuite avec des personnes, moi je peux faire appel à Mireille Grasse parce que je sais qu'elle challenge une équipe, elle a l'expérience, c'est-à-dire que même si elle n'est pas à l'œuvre de manière pratique, elle a une expérience dans le domaine. Donc si je termine mon film, elle peut faire partie de l'équipe de visionnage pour apporter. Parfois il y a des détails qui passe inaperçu, qui pourtant peut tuer, comment je vais dire, la distribution de votre film. Or, quand vous vous ouvrez, ça vous permet d'augmenter les chances et avoir, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Now, how do you come up with this topic, maybe your documentary? Is it like something that you just sit and imagine and you say, okay, I want to start a documentary? What actually inspired you to come up with a particular topic? Is it maybe your daily life or maybe things people around you are actually going through and there is a particular message you want to pass out to the public? Qu'est-ce qui m'a stimulé à... Ben, ceux qui me connaissent savent que j'aime le réel. J'ai pas trop les filtres. Je n'ai aucun problème avec ceux qui aiment les filtres. Mais moi, non, je n'ai aucun problème avec ceux qui aiment les filtres. Mais je vais dire que j'aime le réel. J'aime tout ce qui est réaliste. Et de par cette qualité humaine-là, il était question pour moi de raconter des histoires réelles qui existent. Pas entrer dans l'imaginaire. Je n'ai pas assez de compétences pour entrer dans l'imaginaire. Donc pour moi, je voulais, via un récit informatif, raconter des histoires qui existent à des générations futures. Donc c'est ça l'élément déclencheur. Et tout ce qui se passe naturellement pour moi est narré facilement. Donc il y a cet amour pour nos traditions d'abord parce que le socle de mes productions gravite autour de la culture et de la tradition. Ayant grandi à Banjul, j'ai toujours cet attachement-là pour mon identité culturelle et je me suis dit qu'il fallait marquer à travers mon art cette valeur culturelle-là. Donc, le monde du réel m'interpellait et il n'y avait que le genre documentaire pour mieux le faire. Et j'ai opté pour le documentaire et pour l'instant, nous essayons de trouver des sujets qui nous demandent moins de moyens, mais qui marquent. Il y a la diaspora qui de temps en temps, d'ailleurs, je pense que c'est le moment de revenir là-dessus parce que nous voulons implémenter une plateforme qui puisse permettre de visibiliser
ces documentaires-là. Parce que après TV5, il n'y a plus de suite. C'est-à-dire, les gens ont l'occasion de visualiser sur TV5 quand nous sommes sous contrat. Naturellement, souvent le contrat c'est 1 an. Mais après TV5, les gens veulent revoir le film. C'est compliqué. Donc, notre challenge actuellement, c'est d'avoir une plateforme sécurisée où les gens peuvent à la demande aller regarder ces documentaires-là. J'ai des demandes à la diaspora qui veulent, même pour dispenser des cours à l'université, parce qu'apparemment, ils ont des modules qui sont liés soit à la tradition, soit à la culture. Et par moment, ils doivent édifier ça par des films. Donc, on m'appelle souvent pour me dire, est-ce que tu peux m'envoyer le Messou au-delà de Pas des Reines, parce que nous allons utiliser ça pour faire un module à l'université. Donc, nous avons de l'amour pour la culture et la tradition. Pour l'instant, nous restons focus sur ce domaine-là. Et de temps en temps, nous voyons ce qui a lié au développement, comme ça a été le cas pour Banga Pongo, parce que nous avons eu l'impression, après une décennie, que toutes les promesses qui avaient été prononcées ce jour-là étaient plongées dans l'oubli. Il était question pour nous de remettre, même si c'était un événement triste, il était question pour nous de remettre ça sur la table et de dire au gouvernement, peut-être cette localité est tombée dans l'oubli. Et Dieu merci, il y a eu de l'impact parce qu'il y a eu des actions qui sont faites depuis que... Je ne vais pas dire que j'ai été la seule personne à déclencher. Il y a beaucoup de journalistes qui ont fait des reportages là-bas. Mais je suis fière d'avoir apporté ma pierre à l'édifice de cette communication-là parce que le CES de Banga Pongo est devenu le lycée de Banga Pongo. Il y a eu des kilomètres de route qui sont en train de se viabiliser là-bas et on ne peut que dire on est sur la même direction et on ne va pas se décourager. On va continuer à produire des documentaires qui peuvent impacter notre passage dans ce métier-là. Voilà. Parlant de la cinématographie aujourd'hui, est-ce que tu penses que les femmes ont leur place dans ce... Je sais que tu diras oui, mais est-ce que, si je m'en tiens, avec tout ce que tu dis, quand on t'écoute, on est très... Alors moi, je voulais... Quel est ton regard sur l'industrie cinématographique au Cameroun aujourd'hui? C'est clair qu'il y a encore beaucoup à faire. Et surtout les femmes qui se lancent aussi. Oui, et comme j'ai dit dès le départ, chacun devrait identifier son centre d'intérêt. Quand je viens dans le cinéma, qu'est-ce que je veux exactement faire dans le cinéma? Qu'est-ce que je veux apporter au cinéma? Donc, quand on a déjà identifié ces éléments-là, je pense que c'est plus facile pour chacun d'établir sa feuille de route. Rien n'est aisé. Je pense qu'on ne gagne rien à rester focus sur les difficultés. Les difficultés, pour moi, ça crée des barrières et on devient pessimiste. Je pense qu'on doit rester focus sur ce qu'on a pu réaliser et ce qu'on aspire réaliser. Pas pour dire que les difficultés sont négligeables, mais pour dire aux femmes, si vous venez travailler, alors concentrez-vous sur le travail. Ce n'est pas exclu qu'après le travail, il y a d'autres choses, mais le dénominateur principal doit être le travail. Et vous êtes combattus au début parce que les hommes se disent, mais celle-là, qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Mais comme j'ai dit, parfois, on vous donne aussi le tapis rouge parce qu'ils savent que, ok, tu vas venir te balader, tu vas te décourager et puis tu vas partir. Et quand tu insistes, on dit, tiens, on va commencer à te mettre des pots de banane, mais quand vous êtes concentré, même les pots de banane là deviennent plutôt l'ascenseur pour atteindre la destination au final. Donc pour moi, identifier quel est le rêve qu'on veut atteindre. Moi, je voulais implémenter juste des documentaires, c'est-à-dire que la production audiovisuelle que je fais à travers mes services, j'estime une partie des bénéfices et je documente des histoires liées à notre tradition. Dieu merci, tous les contenus produits jusqu'à aujourd'hui ont été quand même, on va dire quoi, achetés
par une chaîne locale ou une chaîne internationale, et ça nous reconforte dans le choix de la direction que nous avons choisie. Je ne vais pas dire que tout est rose, non, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Abandonner ou continuer? Quand on a déjà emprunté un chemin, vous vous dites, contre vents et marées, je vais y arriver, et banaliser toutes les difficultés qui s'offrent à vous et rester concentré. On a eu des productions qui ont pris plus de temps que prévu parce qu'on a rencontré des difficultés, notamment le dernier en date, Le Témérac, le rituel des jumeaux. Nous avons lancé la production quasiment en 2020. Et on était censé finaliser en 2022, mais le film a été édité plutôt en 2023. Wow. Parce qu'on a eu beaucoup de difficultés au point qu'on a même accepté le monde irréel, parce qu'on a eu des obstacles qui ne pouvaient plus s'expliquer de manière physique, mais avec l'endurance, on a pu terminer le film, et TV5 a pris le film pour 1 an. Le contrat s'est déjà épuisé, ça a permis quand même d'amortir les charges liées à la production, et on espère que d'autres chaînes locales ou internationales vont suivre le pas pour nous permettre, pour nous encourager à continuer l'aventure. Je l'avais dit des années pour STV, et je réitère encore aujourd'hui, je ne vais pas me fatiguer à le dire, c'est l'une de mes qualités, la ténacité. J'espère qu'un jour votre PDG va penser à acheter des contenus locaux pour pouvoir encourager les producteurs, parce qu'on a beau regarder les séries qui viennent de l'extérieur, mais qu'est-ce qui va rester pour la génération future? Il faut donner à la génération future ce qui est lié à leur culture. Je pense qu'il est plus facile pour nous de connaître notre identité pour localiser notre destination. Quand on ne sait même pas d'où nous venons, c'est difficile de savoir d'où on va. Donc, que les promoteurs de chaînes de télé essayent aussi d'encourager les producteurs à produire des contenus qui développent des histoires réelles liées à notre culture. Et voilà, donc de plus en plus, et je me dis par exemple, si jamais STV disait, ok, nous on prend tout le package des documentaires, je pense que c'est un élan fort pour dire aux autres femmes, vous gagnerez à faire comme l'Okamga. Je pense que c'est ça aussi. Est-ce que la politique locale permet de stimuler les femmes à s'intéresser au métier? Parce que plus nous créons des modèles dans un univers, plus aujourd'hui, tous les jeunes garçons veulent être footballeurs. Pourquoi? Parce qu'autour de Samuel Eto'o, on a vu un monde de rêve. On a vu le luxe, mais même notre gouvernement peut faire autant pour les cinéastes et autres. On doit vivre de notre métier. Ce n'est pas la mendicité. Nous avons travaillé. Et pourquoi pas créer une politique qui permet de distinguer ceux qui ont marqué leur parcours? Voilà, c'est un peu ça donc. En tout cas, nous avons posé la question, nous sommes allés dans les rues, hein. On a fait tout un vox pop justement à cette thématique aujourd'hui, et on vous donne la possibilité, ça a été réalisé du côté de Yaoundé avec Thierry Onde. On revient après ce vox pop. Des films et des séries produites par des femmes. Oui, à ma connaissance, oui, j'en connais quelques-unes, notamment Joséphine Dianou qui a bercé ma tendre enfance avec des réalisations telles que Le Revenant. Et nous avons aussi une qui a éclos récemment, qui s'appelle, je ne sais pas, le nom m'échappe, Rosine Makungum, qui est à la base une comédienne, mais qui s'est aussi lancée dans la réalisation des web-séries et des très belles pépites d'ailleurs. Bon, il y a aussi certainement beaucoup de femmes africaines qui, au-delà du Cameroun, qui sont forcément des réalisatrices. Et je dois noter que vraiment, de nos jours, les femmes sont vraiment très engagées dans le domaine du cinématographique, et elles sont vraiment très pointueuses dans ce qu'elles font.
oui, les séries camerounaises, oui. J'en ai vu quelques-unes, j'allais dire. Voilà, je connais par exemple, à l'époque où on a vu Tazibi, réalisé par Joséphine Granou, qui était très très intéressant à l'époque. Personne ne ratait les séries de Joséphine Granou. Et ces derniers temps, on a les Tatana Matip qui font des réalisations qui sont aussi très intéressantes. Il y a également une dame, j'oublie le nom, je crois que ça doit être MK, qui fait aussi passer des séries qui sont vraiment attrayantes dans nos chaînes de télévision. Et on ne peut que se réjouir parce que la femme se démarque aussi quand même dans le monde du cinéma. Et je peux vous assurer que ce sont des... Oui, peut-être, oui, j'en ai déjà vu, mais dans la qualité, c'est toujours des films très attrayants, c'est des films, parce que les femmes sont toujours pointilleuses, elles sont méticuleuses dans leur travail, et c'est généralement des films bien faits. Donc, j'ai une bonne idée des films réalisés par les femmes. J'ai déjà regardé des films réalisés par des femmes, déjà des artistes camerounaises comme Tazibi, Joséphine Dagnou. Dans Tazibi, en fait, des Ginette, de très bons films en fait. Et des films américains comme Happy Goldberg et beaucoup d'autres films en fait. J'ai vu beaucoup de films réalisés par des femmes. Voilà, quand on revient sur les femmes, des femmes dans le cinéma, on sait que l'une des premières, ouais, c'était Joséphine Dagnou, ça revient même dans les... Ça ne se discute pas. Ouais. Ça ne se discute pas. J'ai beaucoup de respect pour elle. Et je me rappelle, j'ai fait la queue à l'ancien cinéma de Voury pour aller voir son film Paris à tout prix. À l'époque, les films camerounais étaient encore très rares sur le marché et elle avait cette particularité-là de trouver des dénichés, des jolis sujets. Et voilà, donc j'ai beaucoup de respect pour elle. Elle demeure un nom référencé dans le monde de l'audiovisuel, surtout quand il s'agit des femmes. Donc, coucou à elle. Okay. J'espère que j'aurai l'occasion un jour de la côtoyer. Hopefully. Now, what advice will you give to young women aspiring to work in cinematography, directing or other behind the camera roles? Briefly, parce qu'il y a encore une dernière question. Non, j'ai une dernière question. Vas-y avec ta question. Le conseil aux jeunes, parce qu'il y a des jeunes qui nous regardent c'est et clair. qui veulent se lancer aussi dans ce même métier, le conseil. Donc, de manière triviale, je vais dire, il n'y a pas de formule magique quand on veut se lancer dans un métier. Il faut d'abord aimer ce métier-là, parce que quand vous n'avez pas la vocation pour un métier, vous faites 30 ans, le résultat sera négatif. Il faut d'abord avoir de l'amour pour ce métier. Pour moi, c'est la base, c'est le socle. Ensuite, être persévérante, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez tout de suite commencé avec un métier qu'on va dire lo kamga, c'est pas possible. C'est-à-dire que ayez du respect pour ceux qui vous ont précédé et créez votre chemin à vous via le travail. Donc je ne saurais dire quelque chose d'autre que de dire il faut bosser, créer ce qui est comment je vais dire, créer des projets qui peuvent édifier. C'est vrai, chacun a son couloir. Pour moi, là, vraiment, c'est un couloir très large. Il y en a qui vont faire dans le divertissement, il y en a qui vont faire... Mais quand vous choisissez votre couloir, il faut que ce soit en phase avec vos perspectives. Donc, quand vous avez déjà identifié quelle est votre vision, restez concentré là-dessus. Ne cherchez pas à tout faire. Moi, j'ai fait le montage pendant 8 ans. Je faisais que ça. Quand j'étais chez mon employeur, c'est quand je démissionne que j'essaye d'être curieuse de savoir qu'est-ce qui se passe vraiment dans les autres maillons de métier. Ça permet que, à la base, vous êtes référencé, parce que si vous êtes évasif, vous n'avez même pas de référence. On doit pouvoir vous référencer. Quand on parle de documentariste, je peux avoir la chance d'être cité. Quand on parle de femmes dans le cinéma, vous voyez un peu, donc, référencez vraiment votre
votre profil en restant concentré sur un maillon qui a plus d'aptitude à vous sourire. C'est Laure aussi que journaliste. C'est quoi les projets futurs, les projets 20 ans de carrière, il y a quand même des projets. Oui, le dernier documentaire étant édité en 2023, on s'est dit en 2024 et 2025 qu'il fallait marquer une pause parce que nous avons commencé ce métier en 2025. C'était en 2005, c'était exactement le 11 octobre 2005 où j'ai eu la chance d'avoir un CDI en tant que monteuse. Et 20 ans après, on s'est dit, il faut marquer ce moment mémorable-là. Il n'est pas question de faire du bruit, il n'est pas question d'acheter des casiers de bière ou des champagnes, mais il est question au moins de dire, ok, je suis là depuis 20 ans et puis voici ce que j'ai pu faire jusqu'ici. Avec ma petite équipe, on s'est dit, il fallait marquer une action sociale et nous allons voler au secours des veuves le 14 septembre 2025. On va essayer de soulager un peu leur peine pour la rentrée scolaire. Et voilà, donc nous avons lancé une levée de fonds participative en vendant les gadgets qui sont liés à cet anniversaire-là, notamment la casquette et le t-shirt, je ne sais pas si de... Donc, on a lancé la levée de fonds il y a un mois et elle suit son bonhomme de chemin. Voilà, donc on s'est dit, la recette de cette levée de fonds-là, à 80%, nous allons acheter, va bien. La 80% de la recette, nous allons acheter des cartons de cahiers pour aller donner à certaines veuves. Et c'est une action sociale qui vient du cœur. C'est question de dire au Seigneur, merci, merci pour cette grâce-là. On a de la santé. À 20 ans, j'ai pas mal au dos, j'ai pas mal aux genoux. Je dis merci au Seigneur parce qu'il m'a choisi pour être celle que je suis. Je n'ai pas été si forte que ça, non. Il m'a inspirée, il m'a donné, je vais dire, la force d'y aller. Donc voilà. Et 2026, certainement, il sera question de rentrer en production pour un autre sujet documentaire. Nous souhaitons développer un sujet lié à l'adolescence. Nous cogitons encore sur le choix du sujet. Donc, on retrouve Laure Kamga où? Sur Facebook, Laure Kamga est connue. Il y a la ligne commerciale de l'entreprise. Je ne sais pas si j'ai l'autorisation de donner. Voilà, je suppose que l'entreprise a une charte et faut pas compromettre. Tu connais. Voilà, pour avoir été dans une chaîne de télé, donc c'est pour ça que j'ai dit. Non, mais c'est pour ça que je demandais sur Facebook, c'est le. Laure Kamga avec Gold pour faire offense à Laure, parce que moi aussi j'aime parfois dire ok, je mérite être respectée quoi. Oh là là. Merci Laure de nous avoir... Ça a été un plaisir. Merci beaucoup pour l'accueil et vraiment merci. Merci. Et vivement que les jeunes filles puissent s'intéresser à l'audiovisuel. Il y a de la place pour vous. Si vous ne pouvez pas porter les caméras, ok, faites au moins l'infographie, le montage vidéo. Intéressez-vous au scénario. Monsieur Kepombia donne des bons contrats aux scénaristes. Pourquoi pas vous les femmes? Donc, intéressez-vous à ce métier. Il y a de la place pour les femmes. Donc, pour moi, c'est ce que je pourrais dire. Aujourd'hui, je suis indépendante financièrement. Je ne suis pas milliardaire comme Samuel Eto'o, mais au moins je peux nourrir une famille et je peux m'occuper de moi-même. Je suis à l'abri du besoin primaire et pour moi c'est important. Donc, jeune fille qui est à la maison, qui m'écoute en ce moment, lève-toi, choisis ton métier dans l'audiovisuel et reste concentré. On parlera de toi aussi 20 ans après. Non, I like it. Merci beaucoup Laure d'être passée. Ils sont nombreux qui vont embrasser ce métier aujourd'hui. On a commencé avec Laure Kamga, réalisatrice, productrice, qui nous a véritablement appris beaucoup de choses aujourd'hui sur son parcours et j'espère que ceci va inspirer plus d'une personne, filles comme garçons. Ne vous limitez pas seulement pour les filles, même les garçons aujourd'hui. En tout cas, merci d'avoir été des nôtres et d'avoir accepté l'invitation. Vraiment, merci. Plaisir partagé. Merci beaucoup. Cathy. Thank you so much. It was very interesting and inspiring as well. Merci. So I'm thinking
Thinking. In fact, I'll get to you. You drew me better. En tout cas, nous vous laissons en compagnie des programmes de STV et nous vous retrouverons demain jeudi avec le révérend Messina qui revient après quelques semaines d'absence. Il nous retrouvera demain jeudi. D'ici là, portez-vous bien. Dieu vous bénisse, Cathy. Ciao, bye bye.